Merci beaucoup. Parmi une question posée, la question posée de cette manière, elle est un peu réductrice. Mais je voudrais commencer par demander à nos uns ou aux autres de prier pour la mémoire de ceux qui sont tombés de l'espace, mais aussi de tous ceux qui ont pu être victimes des conflits politiques de l'indépendance à aujourd'hui. Et les victimes innocentes qui tombent par milliers des crises politiques et sécuritaires de notre pays. Lorsque vous avez invité à ce débat, j'ai d'abord eu une réaction de satisfaction parce que ce n'est pas la première fois que j'ai été invité à un débat animé par la République. C'est la deuxième fois, pratiquement en 30 ans, que nous avons été invités à un débat grand public du genre. Et c'est pour cela que je voudrais féliciter, remercier encore les initiateurs de ce débat. Je ne vais pas les citer tous pour gagner du temps. Il faut dire que la quête des mieux-être, la quête des libertés est une quête permanente. À chaque étape de l'histoire de notre pays, les citoyens ont eu des besoins qu'ils ont exprimés. Vous vous souviendrez au lendemain des indépendances, c'était la dignité et l'indépendance des Maliens. C'est important parce qu'il faut que j'explique un peu pour donner le sens. Je vais aller vite si vous voulez. Allez-y vite, allez-y. Quelques années plus tard, c'était la liberté. Ceux qui donnent certains âges le savent. Après, c'est la démocratie. Pour bien apprécier. Non, mais la dictature est intervenue lorsqu'il y a. Vous vous souvenez, les gens un peu plus ne le savent pas. Mais ici au Mali, il y a eu des manifestations monstres ici pour la liberté. Certains voudraient qu'on en parle, mais je pense que ce débat, l'intérêt de ce débat. Vous donnez des repères. Vous parlez de façon vague, c'est quel moment? Parlez précis. Je dis de 1960 à 68. Nous étions dans une construction où les Maliens parlaient de la fierté, de la dignité des Maliens. Mais personne ne peut nier que du point de vue des libertés individuelles et collectives, il y avait une charte du bronze. En 1968, les Maliens sont sortis pour chanter et acclamer la liberté. Mais dans l'exercice du pouvoir, de la liberté, on s'est retrouvé à des dérives politiques qui ont conduit certains citoyens en prison, exactement comme à l'indépendance. On ne savait pas qu'on allait tomber dans la situation que nous avons vécue. Et à partir de 1991, les Maliens ont parlé de démocratie pluraliste. Les libertés fondamentales de l'homme, c'est la liberté de penser, la liberté de culte, la liberté d'entreprise, la liberté de presse, et enfin la liberté de militer dans le parti de son choix. En 1991, au moment du changement du régime du frère Simas, les Maliens avaient la liberté de conscience, la liberté de presse rétablie, la liberté d'entreprise rétablie. Il restait la liberté d'exercer dans le parti de son choix. Cette phase-là, je pense sincèrement, il y aurait le temps de le prouver, a été mal négociée, de part et d'autre, ce qui a conduit à des drames regrettables. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en a fait après. Ça me semble ce qui est important dans le débat d'aujourd'hui. Les grandes proclamations sur la liberté de presse. Personne n'est venu. Vous êtes journaliste. Le 26 mars, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Le 26 mars, il n'y avait aucun journaliste en prison. Il y a eu des journalistes en prison. Il y a eu des journalistes tués. Il y a eu des journalistes disparus. Il y a eu des hommes politiques en prison. Après le 26 mars. Après tout ce développement, quelle signification vous, Choguel Maïga, vous donnez au 26 mars? C'est une date historique dans l'histoire de notre pays.
que personne de bonne foi ne peut mettre, sur laquelle personne ne peut mettre une puce. Ça dépend du sens qu'on lui donne. Voilà ce que je peux dire. Les réponses péremptoires et saccadées ont été l'exercice favori des hommes politiques. Bien, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, devant une jeunesse, effectivement, qui ne le sait pas. Et on a posé. La vérité, c'est qu'il a dit, personne ne le dit. Je veux simplement dire que ce n'est pas le monopole de la deuxième république. Ce n'est même pas le. Même après pendant la troisième république, je voulais vous parler des disparitions forcées des journalistes. Mais ça, on en parle pas beaucoup. Mon approche, c'est de faire une lecture globale de l'histoire de notre pays. Moi, j'étais l'un des premiers hommes politiques aussi à demander qu'on fasse des enquêtes, qu'on fasse la lumière sur la disparition de toutes les personnes dont tu viens de parler. Seulement ce qui me surprend, c'est que depuis 30 ans, ce qu'on appelle le mouvement démocratique est au pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas fait la lumière sur tous ces sujets? Ils étaient dans le gouvernement. Pourquoi ils n'ont pas réclamé qu'on leur montre la tombe des camarades? C'est bien beau de venir le proclamer devant des jeunes qui applaudissent, mais ce n'est pas ça le sujet. Voilà. En 1991, il y avait plus de prisons à Tokdeni, à Kidal, il n'y en avait pas. Donc, révélons, ne disons pas ce qui s'est passé avant 1991, mais le 26 mars 1991, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Il y avait la liberté d'association. Les associations qui ont renversé le régime ont été créées ici. La loi n'a pas changé et la presse était améliorée. Il y avait des dizaines et des dizaines d'associations. Il y avait la liberté de presse. Il restait à conquérir la liberté de militer dans le parti de son choix. Donc on ne vient pas mettre tout le temps tout ce qui s'est passé sur le régime militaire, donc je ne veux pas passer pour les défenseurs. Moi, je veux simplement une lecture objective, globale, pour qu'on tire les leçons ensemble. Et non pas, oui, non, comme on a empêché complètement la clarification du jeu politique et du jeu idéologique au Mali, en continuant dans les invectives, l'anathème, sur un pouvoir déjà tombé, ou bien ceux qui sont supposés être ces tenants. Moi, je ne suis pas défenseur de la dictature. Il faut que ça soit très clair. Je ne suis pas défenseur du parti unique tout le temps. Parce que l'évolution de notre pays, de 1990... C'est un imam. Non, on vous connaît comme étant défenseur de la deuxième république. On a toujours tronqué mes propos. Mes propos ont toujours été ceci. Je le dis une fois pour toutes. L'histoire d'une nation, c'est plusieurs étapes. À chaque changement de régime, il faut faire le bilan pour voir ce qui a été bien fait au nom de tout le monde pendant une période donnée. Le retenir et construire pour avancer. La divergence entre moi et les deux camarades, c'est de faire croire que depuis 1968 à 91, c'était l'enfer, rien n'a été fait au Mali, et qu'à partir de 91, c'est le paradis. J'ai dit non, asseyons-nous, regardons ce qui a été fait, retenons ça et avançons. Et en 91, on peut dire ce qu'on veut diriger. On avait l'État, on avait une armée, on avait une école, on avait une justice, elle peut être critiquée. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'État, on n'a pas d'armée, on y arrive. Il faut d'abord à dire tout de suite les revendications originelles des jeunes. Président, on y arrivera. On y arrivera. S'il vous plaît, on y arrivera. Les jeunes demandaient de l'emploi, les jeunes demandaient du boulot, les étudiants demandaient des internats, les chômeurs demandaient d'être employés qui puissent être employés. Qu'en est-il de ces questions aujourd'hui? On y arrivera. Monsieur le président de l'État, vous pouvez répondre à ces interrogations. J'ai fait bien ces interrogations. Je constate seulement que malheureusement, les interlocuteurs sont encore devant les médias le lendemain du coup d'État de mars 1991.
Tout ce qu'ils viennent de vivre, c'est le même discours qui est tenu pendant 30 ans. Ils disent que moi, je défends. Moi, d'applaudissements, s'il vous plaît. Toujours dit. J'ai eu une lecture très claire et précise qui a été faite. J'ai dit qu'il ne faut jamais nier les violations des libertés. Il ne faut jamais faire table rase du passé. Tout ce qui est bien de dire. Effectivement, quand les gens écoutent, c'est qui gagne la tout. Il va être ému. Mais le problème, c'est que le 26 mars 83, il n'y avait pas de Tombéni. Je n'ai pas dit que Tombéni n'existait pas. Les Maliens sont morts pour des raisons politiques. Avant le régime de l'UDPR, et je veux leur préciser que le régime de l'UDPR parle de 79. Il y a eu le régime d'exception du CNDR. Vous faites l'amalgame en disant que c'est le régime de Moussa. On se demanderait en ce moment pourquoi Alpha Omar Konaré a été au congrès constitutif de l'UDPR. Il était fondateur de l'UDPR. Ça veut dire qu'il y a une parenthèse à faire entre les deux. Moi, je parle des réalisations d'un parti qui avait un programme. Les fautes de gestion des dirigeants. Tout ce qui s'est passé avant la création de l'UDPR, moi, je ne reviens pas sur ça. Les fautes de gestion des dirigeants. Je ne les ai jamais niées. Ils sont en train de porter des accusations en faisant quoi? Me faisant passer pour quelqu'un qui couvre tous les crimes. Je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit est très clair, il est valable. Tous les régimes qui se succèdent, aussi longtemps que vous allez maintenir les citoyens de la propagande et faire table rase du passé, vous ne construisez rien. Les enseignants, personne ne lit. Vous n'avez pas répondu aux questions que je prends en compte les questions de Thierry. Oui ou non, il y a une mort au Sahel. Oui ou non. Les faits sont les faits. Vous êtes d'accord avec les faits ou pas? Mais les morts sont arrivés comment? Ah, ça c'est moi j'ai les écrits ici. Je vous invite à lire. Mais je vous donne des numéros des journaux. Avant, comment les morts sont arrivés? Est-ce que vous êtes d'accord avec les faits? Mais qui peut nier mais oui, qui peut nier de bonne foi? On avance maintenant. Non. C'est très facile de dire il y a eu des morts en avance. Les morts, ils sont morts comment? Je n'ai pas dit ici que ce que moi je regrette. Comment ils sont morts? Les circonstances de la transition, après avoir conquis toutes les libertés essentielles, la transition vers le multiparti, et je dois dire, pour la vérité, le débat sur le multiparti, vous savez, les deux partis, il faut que vous me donnez un peu plus de temps, parce que c'est la première fois que moi j'ai l'occasion de parler. Le débat sur l'instauration du multiparti, la première fois où les questions ont été posées, c'est un conseil national de l'UDPR, décembre 89. Ce jour-là, c'est le secrétaire général de l'UNTM, les KCTG, qui a dit que le peuple malien se rappela de tout ce qui s'est passé entre le PSP et le RDA n'est pas prêt pour ça. Décembre 90. Mars 90, le 30 mars exactement, c'est l'UDPR qui a organisé une conférence au stade Modibo Keïta. Tous les opposants de premier plan, parce que lui n'était pas là pendant ce moment. Donc, ceux qui étaient là, toutes les grandes figures de ce qu'on appelle le mouvement démocratique, Ali Noumdialo, Soumaïlou Boubembiga, Malami Traoré, ainsi de suite, ils ont pris la parole dans une conférence des cadres de l'UDPR n'étaient pas sur l'exercice de la démocratie au sein du parti. Troisièmement, quelques mois après, il y a eu l'UNTM, le barreau, l'ensemble de la société qui a réclamé le multiparti. Juin 90, l'UDPR a fait un débat pour convoquer une session extraordinaire le mois d'août 90. Je vous invite à lire le numéro des échos du 27 juillet 1990 qui dit que le débat sur le multiparti est en train d'avancer pour lui que ça se termine sans violence. Personnellement, j'ai signé une tribune au mois d'août 90. C'est pourquoi moi je n'ai pas de complexe de discuter avec les gens. En août 90, personne ne pensait que le régime allait tomber. J'ai fait une tribune sur le multiparti. Septembre 90, le secrétaire général de l'UNGM, Oumar Kanouté, a fait un éditorial pour dire que le multiparti est une nécessité, mais ce n'est qu'une étape, ce n'est pas une fin en soi. Personne ne pensait que le régime allait chuter à ce moment. Donc nous nous sommes assumés à l'intérieur du parti. Ce que nous n'avons pas fait, c'est d'être dans la rue avec les opposants qui ont instrumentalisé les étudiants et les écrits ici. Les étudiants disent clairement, quand vous réunissez, vous décidez
qu'il faut casser les bâtiments publics. Il faut vous attaquer aux maisons des responsables. Il faut s'attaquer à tout ce qui appartient à l'État et à des privés. Celui qui programme ça. Qui a proclamé ça? Déjà les écrits, si vous voulez, je vous donne les dates. Qui a proclamé ça? Je vous donne le numéro de l'essor. Numéro de l'essor du 25 mars 1992. Prenez tous à aller lire là. Vous verrez les déclarations des principaux responsables du mouvement démocratique. Et je n'ai pas le temps parce qu'il y a trop de trucs. C'est dit clairement, le secrétaire général de l'UNT de l'AIF a dit que le 19 mars, ils se sont réunis, ils ont dit qu'il faut passer au casse technique. Parce que les marches pacifiques auxquelles le gouvernement ne réagissait pas, ils en avaient assez. Il faut passer au casse technique. Je rappelle que le 14 mars 1991, il y a eu un accord dans le bureau du ministre de l'Éducation. Moi j'étais là. Vous parlez de Oumar Maliko. De toute façon, je n'ai pas besoin de nommer des gens. Moi, j'ai des citations. Il est temps qu'on nomme les gens. Le secrétaire général des étudiants ici à Paris, Oumar Maliko. C'est Maliko, oui ou non? Je vous donne les références à l'église. Il y a des responsables qui ont dit qu'ils cherchaient des armes pour donner aux étudiants. Il y a quelqu'un dans le parti de Québec qui a dit qu'on les amenait à la bourse du travail pour leur proposer des tenues et des armes des étudiants. Quand vous organisez ça, là, c'est très facile. Là, vous parlez de Moussa Bala, j'ai quitté quand vous dites étudiants. Vous avez dit. Non, je pense qu'il est temps, souvent dans la clarification, de dire des choses clairement et de donner un nom aux gens qu'on accuse, parce que les gens sont connus aujourd'hui. Moi, je vous donne des références dans la presse, je donne les numéros des journaux, allez-y dire. Vous prenez les échos du vendredi 22 mars. Nous, le changement, si le changement n'a pas lieu, le sang des enfants va couler pour inonder les routes. Cet éditorial est sorti le vendredi 22, ça fait qu'il a été écrit le 21. Donc, il faut arrêter de dire il y a eu des morts, répondez oui ou non. Comment ces morts sont intervenus? C'est pourquoi j'ai écrit ce que moi je regrette profondément. C'est que le virage vers le multiparti, le 14 mars 1991, a été adopté. Le document sur le multiparti avec une transition de 9 mois. Ce document a été transmis aux responsables de ce qu'on appelle le mouvement démocratique par le président d'alors. C'est quand ils ont eu ça qu'ils ont dit jamais, il ne faut pas que le congrès se tienne. Il ne faut pas que les élèves restent dans la rue à marcher pacifiquement. Il faut aller à l'affrontement pour qu'il y ait un bain de sang. Donc, Monsieur le Président, s'il vous plaît, si je comprends votre logique, vous voulez dire que les morts, il y a une mort par le fait du mouvement démocratique. C'est eux qui sont à la base de non-origine. Non. Je vais nuancer ma problème. Vous savez, lorsque vous avez un pouvoir en place, quel qu'il soit, et que des hommes politiques, pour une raison, quelle que soit la noblesse de leur rêve, décident d'instrumentaliser la jeunesse. Parce que quand vous dites à la que si le régime change, vous allez avoir du boulot. Vous dites aux chômeurs, si le régime change, vous allez avoir du boulot. Vous dites à la jeunesse, quand vous dites à ces jeunes, les étudiants, vous dites qu'on va ouvrir l'Internet. Vous les emballez tous. Vous les mettez dans une logique d'affrontement. Ils s'attaquent au bâtiment public, au bâtiment privé, quand il y a les morts. Et de toutes les façons, on a jugé les responsables politiques. Moi, je ne les dis pas. Ils ont été jugés. Ils ont dit qu'ils sont responsables politiques des morts. Maintenant, ce que j'ai dit aux gens, une fois qu'on a fait ça, mais quand on a tourné la page, ils ont parlé de l'école. Les retards de salaire, je les mets au défi. En mars 1993, il n'y avait pas un mois de retard de salaire. Les retards de salaire étaient résorbés. C'était dans les années 86-89 avec les durcissements des programmes d'ajustement structurel. En mars, il n'y avait pas de retard de salaire, c'est une question qui était résolue. Donc on ne continue pas toujours à le sortir. Moi, je parle de l'état de la nation en mars 1983. D'accord. Les libertés principales, la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté d'entreprise. Monsieur le Président. Le virage là, je regrette profondément que dans un affrontement, ceux qui voulaient s'emparer du pouvoir et ceux qui l'avaient, notre peuple a perdu ses enfants. Et je dis qu'il faut se poser la question. Les raisons pour lesquelles ces enfants sont morts, qu'en a-t-on fait après? On avance, monsieur. On avance. Donc, vous étiez un membre du mouvement. Il faut que je dise quand même que je reviens à mon raisonnement initial. Quand j'écoute les intervenants, ça revient à ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'au Mali, il n'y avait rien avant 80. Tout est parti de 80. Personne n'a dit, monsieur le Président.
Non, mais dans le développement, c'est ce qui s'entend. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire de la nation, c'est quand même différent. Entre 1970 et 91, nous les 20 ans, notre pays a eu affaire à deux grandes sécheresses. Vous êtes du Nord, vous savez que ça a décimé pratiquement l'économie à 80%. Certaines, les personnes ont immigré, on a des parents. Deux grandes sécheresses. Nous avons eu affaire à deux guerres à nos frontières. Nous avons eu affaire au programme d'ajustement structurel qui ont frappé l'ensemble des pays du Tiers-Monde. À la division par deux des prix des matières premières, qui sont les principales ressources des terres. Nonobstant cela, on a parlé de la route de Ouagadougou. On a parlé de l'Office du Niger, les grands aménagements de l'Office du Niger, les grands actes routiers qui ont été faits ici. À Bamako, tout ce que vous pouvez montrer d'important, en dehors du 26 mars, c'est ça du 26 mars. Et j'apprécie, c'est pas pour le dire, ça a été fait soit sous la Deuxième République ou soit le palais des congrès, le palais de la culture, le deuxième pont de Bamako, la grande mosquée de Bamako, l'aéroport de Bamako, et j'en passe. Plus ce qui a été réalisé sous le président, où il y a eu des grands investissements dans les ports. Ma logique, c'est que chaque pouvoir, il faut le prendre au moment où il quitte, faire le bilan et ne pas tout rejeter. C'est ça qui m'oppose à beaucoup de gens. Et dans ce sens, les IFM n'ont pas été fermés, ils ont été délocalisés. Après, on a dit à tout le monde que le chef commun c'est devenu une vérité absolue. Tellement on l'a dit que tout le monde ils peuvent dédurer quand même. Mais ils ont été délocalisés. Il y a une nouvelle philosophie d'organisation de l'école. Je vous donne le cas de l'université. Quand le régime changeait en 1993, il y a eu une réflexion qui a été faite pendant 10 ans sur comment réorganiser l'école. La conclusion a été tirée que l'université doit être décentralisée et spécialisée. Mais le système des grandes écoles doit être maintenu. Avec des facultés à Sikasso, à Kaï, à Tombouctou, à Gao, à Ségou, suivant les spécialités. Prends deux. Par exemple, la faculté d'électronique et de mécanique et autres, ça doit être dans la région de Kaï. Pour les ressources agricoles, ça doit être à Sikasso. Ainsi de suite, des facultés spécialisées et décentralisées. Vous avez la problématique de la décentralisation qui avait étudié pendant 4-5 ans avec des régions qui ont été prévues. On devait ériger tous les cercles en commune. Dans les acquis de la Deuxième République, non, les acquis du 26 mars, les acquis de la République, chaque fois qu'on vient en parler, en général, ça ne plaît pas tellement aux gens. Mais je passe là-dessus, comme ça arrive apparemment. Non, pas du tout, pas du tout. Maintenant, vous venez à la Deuxième République, la Troisième République. Je dis toujours que chaque fois que vous appréciez un régime, vous prenez des pailles de parti. Les chômeurs en 1991 ont marché pour avoir du travail. Est-ce qu'il y a moins de chômeurs aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. La corruption, tout le monde a parlé de coca-guerre. Est-ce qu'il y a moins de corruption? Au contraire, des lois ont été prises pour encourager la corruption. Le multipartisme, il y a 200 partis, mais il n'y a pas 200 projets de société. Qu'est-ce qui a amené à ça? Parce qu'on a refusé la clarification pour savoir les courants réels. C'est pourquoi moi je n'ai jamais j'étais là dans les gens pensent que j'ai dit le mouvement démocratique, tout le monde est gouvernement. Pour moi, dans le mouvement démocratique, c'est ce qu'on appelle le mouvement démocratique. Vous avez les courants de ceux qui se battaient par leurs convictions contre le régime de parti. Il faut respecter. Mais ceux qui se sont agrégés en 91, vous avez des gens qui étaient opposés depuis sous le régime de Modibo. Ils le traitaient d'ailleurs des vallées de l'impérialisme, ils les appelaient les perroquets du marxisme. Donc, ils n'ont jamais été pour le système pluraliste. Ils se sont retrouvés dans le mouvement démocratique. Il y a des gens qui, dans l'exercice du pouvoir, il y a eu des conflits entre eux, entre les militaires. Certains parents sont morts comme les camarades en ont rappelé, d'autres sont revenus. Il y a ceux qui sont victimes des conflits entre le pouvoir et le monde enseignant. Vous avez des anciens responsables de l'UDPM ou des hautes fonctions qui ont été déclassés, relevés de leur position, soit pour corruption, pour toutes sortes de faits. Vous avez les collaborateurs proches du président qui, pour une autre, se sont trouvés en conflit avec lui. Tout ce monde s'est agrégé pour dire qu'il est du mouvement démocratique.
Quand le régime a changé, on a refusé la clarification pour savoir qui est vraiment pour la démocratie et qui se bat uniquement pour apprendre le pouvoir et s'en servir. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que le sentiment général des Maliens, c'est que le discours sur la démocratie a été utilisé par les hommes politiques pour appréhender le pouvoir. Et une fois qu'ils ont le pouvoir, ils en ont fait ce qu'ils veulent. Le fait que l'école a progressé. Venez à ma question. En 91, les acquis du 26 mars. En 91, les 30% du budget de l'État est consacré à l'école. C'est la même proportion qu'on a. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas eu de grands problèmes. Il y a eu des lycées, personne ne peut le dire. Mais sous la Deuxième République, il y a eu des lycées. Les lycées régionaux, c'est sous la Deuxième République. J'ai dit encore que sous la Deuxième République, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est bien pour jouer sur les sentiments des gens avec des bergères dans la rue, mais ce n'est pas ça le débat. Ce que notre pays a fait par la deux guerres qu'il les a gagnées. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui a perdu son indépendance, qui a perdu sa souveraineté, qui a perdu sa dignité. Ça, c'est quand même super. Arrêtez, s'il vous plaît. On a dit que ceux qui applaudissent sont venus pour saboter les débats. C'est vraiment les provocateurs qui sont venus pour se faire passer pour me soutenir. Il faut arrêter. Je ne sais pourquoi on les a mis dans la salle. Parce qu'on veut nous mettre en index, empêcher les débats. Je vais aller dans le fond du débat. Le débat, c'est qu'après 91, les véritables attentes pour lesquelles on a sorti, les citoyens n'ont pas été réalisés. Le fait que pendant 30 ans, on a réalisé des infrastructures, c'est normal. J'ai l'habitude de dire à quelqu'un, malgré, ça c'est en 2010, à l'occasion du 51, malgré toute mon analyse critique du bilan de Konaré, avec preuve à la tête. Mais quand ils quittaient le pouvoir, les Maliens ne tiraient pas entre eux. Ils ne tiraient pas entre eux. Les écoles, je ne les dis pas, mais je veux dire simplement que quand on dit qu'il n'y avait rien, que ça après que ça a commencé, ça c'est la compétitivité. Les opposants, y compris, ils ont été formés dans quelle école? Dans l'école qu'ils appellent l'école de la dictature. Tous les cadres que vous avez aujourd'hui de haut niveau, y compris dans l'opposition, ils ont été formés à cette période. Donc il y a eu des problèmes de régime en place et les opposants qui étaient essentiellement de gauche, d'extrême gauche dans le milieu d'enseignants. Pour certains, ils étaient victimes. Personne ne les nie et ne peut pas l'approuver. Qu'on ne vienne pas, donc le débat me met en index. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il faut se tourner vers l'avenir. En disant quoi? En 1991, qu'est-ce que les Maliens voulaient? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Et sur quoi il faut avancer? Je dis que les acquis sont largement en deçà de ça. Vous demandez n'importe quel Malien. Coca-Cola, la police a pris l'ascenseur. L'école qui a été utilisée avec les revendications des étudiants, c'était normal. Ça plongeait. Prenez le chômage, les chômeurs, on n'en parle plus. La société civile dont on parle, elle a été instrumentale. Donc en réalité, on a désarticulé l'État, on a détruit l'État, on a désorganisé la société. Et ça, c'est question-là qu'il faut trouver des solutions. Et quitter le passé, parler du temps des années 70, 80, pour toujours continuer à dire que c'est ça. Je pense que vous retrouvez à ce niveau-là la mauvaise gouvernance. Tout le monde est d'accord qu'il y en a eu durant cette période, la Troisième République. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avancer pour l'avenir? Ça veut dire une politique, quel que soit ce qu'on a dit, elle ne vaut que par ses résultats. Ah? Par ses résultats. On a beau déclamer toutes les bonnes intentions, on regarde pour les résultats. J'ouvre au passage la parenthèse, l'université décentralisée, ça n'a pas été refusé, c'est les syndicats qui n'étaient pas pour. C'était le syndicat était essentiellement composé. Parce que vous savez, la plupart des... Ça, on va parler du corps professoral. Non, c'est pas le corps professoral, c'est une contre-vérité, c'est pas le corps professoral, c'est certain. Ce document était là, ils l'ont mis à côté, parce qu'ils disaient non, c'est pour renvoyer les gens à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y avait de mal à avoir une faculté d'énergie et d'électricité à Cali? Tous les Maliens pour le brassage étaient ouverts là-bas. À Sikasso, la faculté chargée de l'agriculture. À moi qui la faculté chargée de l'élevage et de la pêche. Qu'est-ce qu'il y avait de mal à ça? Bon, je passe sur ça. Je reviens maintenant. L'école. L'école a été destructurée. Vous vous rappelez la première année blanche 94. C'était pourquoi? C'était pour une histoire de 300 millions. Mais à la même période, on a investi comme 1 milliard pour construire des résidences pour les premiers ministres, pour acheter des véhicules pour les ministres, ainsi de suite.
Donc la gouvernance est allée comme ça. La corruption, on a changé les textes qui réprimaient la corruption pour les rendre plus permissifs. En changeant la loi, par exemple, qui limitait le montant après lequel il faut des marchés de gré à gré. C'était 10 millions, on l'a ramené à 250 millions. Les gens ont commencé à des fractionnements. Donc il y a tout un système organisé de la corruption. Je parlais de l'armée, les uns et les autres contestent en disant tout le temps les bergères dans la rue. J'ai dit qu'en 91, le Mali avait une stratégie de défense pour faire face aux nouveaux défis qui s'annonçaient. Il y a plus de 1200 militaires, sous-officiers qui étaient dans toutes les grandes écoles du monde pour faire face aux nouveaux défis du XXIe siècle. Ils ont tous été ramenés ici. L'armée, l'éducation et la santé, après des dures négociations, qui ont coûté d'ailleurs les retards des salaires, ont été sortis du programme d'ajustement structurel. Je dis bien l'armée, la santé, l'éducation. Les grands domaines stratégiques, comme l'énergie, les chemins de fer, leur privatisation, le refus de leur privatisation a coûté ce que ça a coûté. Ils ont été braqués, vous savez ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, je pense que la vérité, ça peut faire mal. Le faire passer pour le défenseur de l'ordre ancien, c'est les discours compétitifs. Tous ceux qui sont de bonne foi savent que ce n'est pas le cas. Je vous ai dit ici qu'en août 90, personne ne pensait que le régime allait changer. Et j'ai écrit. Moi, je ne parle pas comme ça. Tout ce que je vous dis là est documenté. J'ai écrit pour dire qu'il faut aller à l'ouverture. Et certains se plaignent du fait qu'ils ont été traités ici. C'est vrai, les traitements qu'on infligeait aux gens en 90-92 n'étaient pas ce qu'il y avait dans les années 80, 70. Mais en 90-93, c'est grave que vous êtes dans la presse. La première fois on a emprisonné un journaliste, c'est sous la Troisième République. La première fois on a pris un journaliste, on l'a bastonné, laissé pour mort au pied de la police. La première fois on a arrêté les directeurs de journaux, les emprisonnés. La première fois où un journaliste a disparu. Quand on dit ça, c'est pas qu'on critique seulement la Troisième, c'est les faits, il faut corriger ça. Quand on dit, attendez, s'il vous plaît, ne provoquez pas pour nous empêcher de continuer nos débats. J'ai compris le jeu. Quand les libertés, parlons des libertés, en 97, les principaux acteurs de ce qu'on appelle le mouvement démocratique, Moudelatal, pour des manifestations, a été pris, déporté à Kati, emprisonné. Mamed Lamine Traoré l'a mis dans une voiture, promené dans la ville pour l'humilier, et déporté à l'emprisonné avec Oumar Kanouté qui était de l'UDPR. C'est nous, on l'a pris ici, le maire avec le colonel Youssouf, les déportés à Kouliko. Tout ça, ça s'est passé ici. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire la clarification, sortir des postures, telle était pour la deuxième, pour la dictature. Tout le monde sait que je ne suis pas pour la dictature. Mais ce qui n'est pas le bon. Le parti unique, tout le monde sait, à l'UDPR, on n'avait pas que des gens qui n'analysent pas. On analysait les changements dans le monde, imposer de toute façon le changement au Mali. Certains en ont voulu faire le résultat de leur combat. J'ai dit non, c'est un processus historique auquel chacun a participé en sa façon. Et donc aujourd'hui, il me semble qu'après avoir fait ce diagnostic sévère, on a désarticulé les principaux leviers de l'État. Un État, c'est une arme. Un État, c'est une justice. Un État, c'est une école. Un État, c'est encore un pays. On n'a pas de pays aujourd'hui. Donc, l'idée qui se développe au niveau de la classe politique, et là je mets sur la table l'idée force du MC, c'est les assises de la refondation, qui sont totalement différentes du déni qui était une initiative administrative, où vous avez institutionnel, vous avez les 90% des délégués qui ont été choisis par le gouvernement, qui a produit des conclusions dont beaucoup se vantent aujourd'hui. Les 4 conclusions, c'est quoi? Ramener la paix, organiser les élections, réduire l'accord pour la paix et la réconciliation, retour de l'armée. Aucun n'a été réalisé. Même la mise en place du comité de suivi qui devait sortir du déni, ça n'a pas été fait. Donc ça a été du gâchis pour rien. Par contre, ce qui est nécessaire aujourd'hui, et ça rejoint l'idée générale, il faut que les Maliens s'interrogent de quel type d'État nous voulons. Cette réflexion a été refusée parce qu'on a besoin de l'amalgame pour entretenir les Maliens dans le temps. Quel type d'État nous voulons? Quel type de démocratie? La Constitution, au lieu d'aller repliquer, de multiplier la Constitution d'autres pays pour l'amener, nous interroger. Une Constitution, ce n'est pas une affaire d'experts. C'est le peuple qui va décider de quel type d'État il a besoin, de quel type de démocratie. Ensuite, on met les experts. C'est bien compris. Il devait une action de tirer la main après la salle. Donc, je termine par les assises nationales.
ça va aller de bas en haut pour que la nouvelle orientation de l'État malien corresponde à nos valeurs de société et aux besoins réels des Maliens après avoir tiré les leçons des 60 ans d'indépendance. Pas seulement des 30 ans du 10 mars, après le 26, mais de toute notre histoire récente. Merci. En ce moment, on peut se retrouver et avancer. Le président Chebel. C'est bien. Je pense qu'avec Konaté, on a les mêmes points de vue, hein, parce que moi je considère que l'école a été la grande victime de ce qu'on appelle la démocratisation. L'école a servi les hommes politiques. Les hommes politiques ont bâti toute leur carrière sur l'école. Une fois arrivés au pouvoir, ils se sont occupés de leurs intérêts. Un pays, c'est une élite. C'est une élite. L'école sans qualité, on est appelé à la traîne comme aujourd'hui. Nos diplômes ne sont pas reconnus pratiquement dans la sous-région. À fortiori à l'extérieur, vous allez avec le diplôme du Mali partout où on vous fait passer les concours. Donc il est important qu'on repense à la qualité, de sortir de la politique de l'école. Que l'école ne serve pas de masse de manœuvre pour prendre le pouvoir. Et les budgets de l'école, de toute façon, c'est normal que la quantité augmente, comme un statisticien l'a dit ici. Le budget de l'État était peut-être de 30 milliards il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est près de 3 000 milliards. Lorsque dans ça, vous construisez plus d'écoles, on peut toujours prendre les statistiques, impressionner les gens. Sans compter que dans les années de la démocratie, l'aide extérieure que le Mali a eue, c'est peut-être 10 fois plus élevé que le Mali a eu pendant les 30 années avant. C'est rien à aller. Parce que simplement, la vérité, ça peut faire mal. La corruption est devenue un système de gestion de l'État. Vous avez ensuite, vous avez dit qu'on vend des droits acquisateurs. Bon, moi je ne prends pas le droit, c'est souvent qu'on met le doigt tout le temps pour dire que moi je suis pour la dictature, pour le patriotisme. J'ai pas expliqué que ce n'est pas le cas, mais je pense que ça sert les intérêts et le discours d'un certain nombre de politiques. Parce qu'au Mali, il faut la clarification. Il faut faire la clarification. Moi, je n'ai jamais confondu au sein du mouvement démocratique ceux qui se battaient pour leur conviction, pour la liberté. Et j'en connais de ne pas citer ici. Et ceux qui ont utilisé l'aspiration du peuple malien à la liberté pour s'emparer du pouvoir et réaliser leurs objectifs. Mettez Djembe dans quelle catégorie? Monsieur le Président Chebel, vous mettez Djembe dans quelle catégorie? Bon, il va répondre. Il a milité dans les partis d'extrême gauche dans les années 60, 70, 80. Il veut me convaincre difficilement qu'il a consacré sa vie à se battre pour le parti. Je ne le crois pas. Il y a eu des circonstances à un moment donné où des convictions se sont jointes, des intérêts pour faire sortir un régime. Les libéraux, les démocrates, les bolcheviques, les communistes, les extrêmes gauches. Et s'il vous plaît, ne perturbez pas nos débats. Ce sont tous les coups. Qu'est-ce que vous voulez après le changement de vie qu'il continue? On a retiré la clarification. Tout le débat a consisté à pointer un doigt accusateur sur la deuxième république, et donc je pense qu'il faut la clarification que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ceux qui sont de conviction de gauche qui se mettent ensemble. Ceux qui sont de conviction du centre qui se mettent ensemble. Ceux qui font. Il y a 5 courants de pensée maximum. Gauche, droite, centre, extrême gauche, extrême droite. Mais au Mali, ils ont refusé ce débat. Le pays est divisé en démocrates, patriotes, sincères, convaincus et les autres. Ça entretient la confusion et les plus vertueux, y compris ceux qui se sont battus sincèrement pour la démocratie, ont été noyés et très peu d'entre eux ont eu accès aux leviers réels de décision. Et Aïdara a dit que Badou a demandé comment faire pour éviter les coups d'État. Vous avez vu qu'on a mis dans la constitution de 92 que ça a été même prescriptif. Pourtant, c'est sous la direction d'un certain nombre de cadres de 92 qu'on a voté la loi d'amnistie des coups d'État. Allez-y comprendre. La vérité, la meilleure manière d'éviter les coups d'État, c'est de gérer conformément aux engagements qu'on a pris. Lorsque vous emparez du pouvoir, vous le conquérez par la rue, par les yeux.
et que vous faites autre chose, vous serez dans une impasse. Et les militaires pensent, à tort ou à raison, qu'ils viennent pour débloquer. Sauf que généralement, quand ils débloquent, on se retrouve souvent avec une situation difficile. Et donc il est important que les Maliens s'introduisent sur ça, et ça c'est valable pour toute la classe politique. Il a demandé qu'on a dit que le président Moussa était un grand républicain. Qu'est-ce qu'on a? Moi je pense que celui qui l'avait dit, c'était Ibeka en son temps. C'est parce que le président nouvellement élu, plébiscité, il a invité tous les anciens présidents de la République. Moussa Traoré a répondu à l'invitation. Il avait des raisons de ne pas être là, mais il s'est dit, c'est le chef d'État démocratiquement élu des Maliens qui me dit, je réponds à l'appel. Je pense que c'est dans ce sens qu'il a appelé le République. Maintenant, les gens ont transformé ça pour dire, oui, Ibeka, un dictateur. Parce que le dictateur sanguinaire Ibeka, c'était un discours qui arrangeait ceux qui voulaient disqualifier Ibeka dès le lendemain de son élection. Sinon, je ne vois pas d'autre chose que d'autres explications que ça. Pour le reste, le nombre de partis politiques, je viens de vous dire, une fois qu'on aura fait la classification idéologique, on n'aura pas besoin de 300 partis. Et là encore, c'est la corruption. Parce que vous avez vu, il y a beaucoup de partis qui sont sérieux. Vous savez pourquoi? Les gens, on les corrompt pour qu'ils cassent leur parti pour aller dans le gouvernement. Et quand vous créez un parti, vous avez 5 millions par mois. Donc vous ne pouvez même pas travailler et avoir 500 000 francs de salaire tous les mois. 5 millions par mois. 5 millions par an. Ça, c'est bon. C'est des lapsus, il ne faut pas que les gens comprennent. Donc quand vous le divisez, ça vous fait entre 300 à 400 000 francs par an. Donc les gens créent des partis, moins pour participer au débat par an, disons, par mois. Moins pour participer au débat que pour avoir un salaire. Et la corruption est là où tu crées ton parti, tu te mets à insulter le président, on t'appelle, on te nomme ministre. Ou bien vous créez votre organisation, vous mettez à casser, vous insultez, on vous amène. La corruption, c'est pas ça qu'on a cassé l'AEM. C'était, on dit que l'AEM, c'est le bras de fer de l'IBK. L'AEM a été vaincu par la violence et la corruption. Les dirigeants de l'AEM ont été enlevés dans les hôpitaux, bastonnés, d'autres ont été corrompus. Et ça, c'est ceux qui ont utilisé l'école. Et c'est pour cela que la direction de l'AEM était devenue une source de revenus. C'est ce qui explique ces batailles. À leur temps, à notre temps, ceux qui se battaient pour être des dirigeants d'étudiants, c'est souvent les maires de la classe. C'est un travail, on ne vient pas s'enrichir. Qui a instauré ce système-là? Il faut s'interroger. Et c'est pourquoi je dis, il faut sortir définitivement la politique de l'école. Concernant l'armée, demandez l'avis des militaires. C'est très facile que non politique vienne dire il y a ceci. Réunissez 100 officiers ici dans la salle. Les 80 vont vous dire quel était l'état de l'armée en 82. Et comme on a déstructuré, démantelé l'armée, et nous payons les conséquences aujourd'hui. Un État qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens ne peut pas être un État légitime, quelle que soit la façon dont il vient. Merci beaucoup, M. Chauvel Maïga. Bonsoir. Alors, 30 ans après, pensez-vous que le bilan de la démocratie malienne est mitigé? Vous savez, lorsque vous faites le bilan d'un régime, vous prenez deux données. La première donnée, c'est l'état de la nation au moment où ce régime arrivait au pouvoir. La deuxième donnée, quels sont les engagements pris pour arriver au pouvoir. En mars 91, je l'ai dit ici, je peux le démontrer document à l'appui. Les principales libertés fondamentales étaient restaurées. Liberté de culte, liberté d'association qui a permis aux organisations qui ont renversé le régime d'exister. Liberté d'entreprise, existait l'entreprise privée, mixte et publique. Liberté de presse, c'est au nom de cette liberté de presse que les journaux qui ont combattu le régime ont été créés. Et donc il restait formellement à sortir l'unicité du parti de la Constitution. Ce processus a pris un an de maturation. De décembre 89 à tous les conseils nationaux de l'UDPM, la question du multipartisme a été posée. J'ai personnellement participé au débat en mars 90. J'ai fait une tribune en août 90. Au moment où personne ne pensait que le régime allait changer, pour réclamer l'ouverture politique, mais en disant que le multipartisme n'est pas une fin en soi. Le premier responsable de l'UNGM, organisation à laquelle j'appartenais, c'était Omar Kanouté,
a sorti une tribune pour dire que le multipartisme doit être perçu comme une étape et non une fin en soi, que nous devons franchir dans la sérénité en tenant compte des réalités de notre pays. Tous ces écrits existent et datent de septembre-août 90. Entre-temps, bien après, les organisations qui s'opposaient au régime ont été créées, mais qui ont bénéficié de la liberté d'association qui existait. Et donc, en janvier 90, là je viens maintenant, quel est l'état de la nation en janvier 90 et au moment du changement du régime en mars 91, disons. Les principales libertés ont été restaurées. Vous entendez les gens souvent parler de retard de salaire qui avait eu lieu dans les années 90. Ces retards ont été résorbés. Il n'y avait plus de retard de salaire en mars 90. Par contre, le changement, le virage pour aller au multipartisme, j'ai personnellement déploré qu'il n'a pas pu être négocié de façon pacifique. Et j'ai donné les preuves. J'ai invité les uns et les autres à aller lire la presse. J'ai de mémoire certains numéros. Lisez les Échos du 25 juillet 1990. Lisez le journal Soukabe de la jeunesse d'août et juillet 90. J'ai ces numéros-là. Lisez le journal Les Échos du 22 mars 91. Lisez le numéro de l'Essor du 28 mars 1992. Lisez La Roue du 1er mai 1992. Lisez Kori de 1993. En les lisant, vous allez reconstituer le processus de violence qui a conduit au bain de sang, qui est différent du discours qui a été servi aux Maliens. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut qu'on tourne cette page. On ne peut pas passer le temps à justifier le 26 mars par des choses qui se sont passées dans les années 68, 70. Parce qu'en 1991, il n'y avait plus de prisonniers politiques au Mali. Le changement vers l'ouverture était acquis. L'UDPM a adopté en réunion du PSC le 18 janvier 1991 un document qui acceptait le multipartisme. Il a été officiellement validé le 14 mars 1991. La quasi-totalité des sections de l'UDPM avaient opté pour ça. Donc le congrès n'était plus qu'une formalité, le 28 mars 1991. Un calendrier de transition de 9 mois avait été élaboré. Référendum en juillet, présidentielle en septembre, législative au mois de septembre et communale en novembre. C'est important que je dise ces choses parce que l'histoire du Mali, il faut que la jeunesse la connaisse. Et chaque fois qu'on veut retracer l'histoire, on dit non, non, non. Parce que ce qui a été servi aux Maliens, ce n'est pas la vérité. Il faut donc faire le bon diagnostic. Une fois qu'on fait ça, on pose la question maintenant. Le bilan. Lorsque les gens sont sortis à mars 91, en dehors du multipartisme dont je viens d'expliquer les origines, on demandait de l'emploi pour les jeunes. Est-ce que les jeunes sont employés aujourd'hui? On demandait la lutte contre la corruption, Kokagé. Est-ce que la corruption n'a pas pris l'ascenseur? Tout le monde le reconnaît. On demandait plus de justice sociale. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et pire, nous avons perdu notre État. On a perdu notre armée. Notre école est la dernière de la sous-région. L'État s'est déstructuré. On est en situation de guerre civile. Le Mali a perdu sa souveraineté. Quand vous prenez ça, je n'ai plus besoin de donner des qualificatifs. C'est pour cela que j'ai toujours demandé, et c'est ça ma philosophie, tous les régimes qui sont succédés en République du Mali, il faut faire leur bilan. Prendre là-dedans ce qu'il y a de positif, se servir de ça pour aller de là. C'est ce discours qu'on a refusé jusqu'ici. Et je consiste à persister parce que le temps me donnera raison. On a fait le mauvais diagnostic après mars 83. Pourquoi il y avait des problèmes? On a ramené tout à la personne de Moussa Traoré. On l'a jugé, on l'a condamné, mais on n'a pas résolu les problèmes. On a refusé la clarification idéologique au sein des partis. Vous êtes retrouvés avec des partis d'extrême gauche, des partis Trotsky, des partis communistes, des partis libéraux, des libéraux de droite, des traditionnels qui se sont retrouvés pour renverser le régime. Mais après, il faut faire la clarification. Mais les gens sont restés ensemble, ils ont refusé le débat idéologique. On s'est limité à l'anathème et aux invectives contre l'ancien régime. Ça a profité aux moins vertueux, aux moins démocrates, aux moins républicains. Et c'est ça qui fait que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui sans école, sans armée, sans pays, sans souveraineté. Voilà mon diagnostic. Maintenant, la solution. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut faire la bonne analyse. Et beaucoup refusent cette analyse. Or, l'analyse que je fais, elle est documentée. Quand vous faites le bon diagnostic, vous prescrivez le bon médicament. Quand vous faites le mauvais diagnostic, vous prescrivez le mauvais médicament.
les uns et les autres ont ramené tout à la personne de Moussa Traoré. Ça, c'est le premier élément du mauvais diagnostic. Maintenant que le diagnostic est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, une fois qu'on reconnaît ça, il faut ce que j'ai appelé une union sacrée de l'ensemble des forces politiques et sociales. Tourner la page, nous concentrer sur l'avenir. Un État, c'est la force et le droit. Le droit pour protéger les plus faibles. La force est à opposer au nom de la nation à tous ceux qui veulent s'imposer par la force, par la violence. C'est ces préceptes-là qu'on a oubliés. Il faut donc reconstruire notre armée. Il faut reconstruire les vertus de la justice. Il faut reconstruire l'école et refouler le tissu social. Cela ne peut pas sans se faire sans une sainte alliance, une union sacrée de l'ensemble des forces politiques et sociales. Et cela, nous avons dit, c'est à travers ce que nous appelons les assises de la refondation de l'État, que je n'ai pas le temps de développer ici, mais qui permet de faire un bon diagnostic. Les uns et les autres ont parlé du DNI, du dialogue national équilibré. Je rappelais tout de suite, le DNI, c'est une initiative administrative et institutionnelle prise par un pouvoir qui était en difficulté. Mieux, quand on est sorti du DNI, il y a 4 résolutions. Retour de l'armée, retour de l'administration, organisation des élections, rélecture de l'accord. Mais avant, il fallait mettre un comité de suivi. Et rien de cela n'a été fait. De la clôture du DNI jusqu'à la chute du régime. Donc ça n'a servi pratiquement à rien sauf à sortir de là. Bien sûr, il y a les réflexions qui sont là, qui doivent être utiles, qui doivent aussi verser à la réflexion pour l'avenir. Merci bien. Merci, monsieur.